Bonjour, chers élèves, et merci de nous retrouver encore une fois de plus sur cette plateforme irrépétiteur, vous permettant véritablement de réviser vos cours ou d'éclaircir un certain nombre de choses qui ne l'ont pas été en classe, ou en tout cas vous perfectionner tout simplement sur le plan de la philosophie. Alors, le cours passé, nous avions traité les origines de la philosophie, mais n'oubliez pas que le chapitre s'intitule « Origine et spécificité de la réflexion philosophique ». Et donc, nous avons, comme je l'ai dit dans le cours passé, parlé des origines de la philosophie et des problèmes qui tournent autour. Maintenant, pour ce cours, nous complétons avec la deuxième partie, parce que c'est comme ça que nous avons divisé le cours pour qu'il soit beaucoup plus pédagogique. Donc, cette deuxième partie va porter spécialement sur la spécificité de la réflexion philosophique. La première, je le répète, on a traité des problèmes de l'origine. Maintenant, ici, nous allons mettre l'accent sur ce qui fait la spécificité, la particularité en quelque sorte de la réflexion philosophique. Quand on dit philosophie, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Qu'est-ce qu'on doit entendre par là? Et qu'est-ce qui fait la différence entre la philosophie et les autres formes de connaissances qui ne sont pas de la philosophie? C'est tout à fait capital puisque généralement, les sujets qu'on vous donne au baccalauréat, je dis bien généralement, n'est-ce pas, très souvent de cette définition de la philosophie qui permet en réalité de savoir au juste ce qu'elle est et qui permet aussi de la distinguer des autres formes de connaissances comme le mythe, comme la religion, comme la science, etc., pour ne citer que ces connaissances-là. Bien. C'est pourquoi donc, voilà, si vous faites attention par rapport à la progression que nous allons mener, n'est-ce pas? Eh bien, nous parlerons d'abord de la difficulté qui est liée à la définition de la philosophie. Difficulté qui est liée à la définition de la philosophie, puisque définir signifie tracer les limites à l'intérieur desquelles une notion a du sens. Dire donc jusqu'où la chose a du sens. Et justement, l'appliquer à la philosophie devient très difficile. Pourquoi? Parce que justement, la philosophie n'a pas d'objet précis. Un objet qui, autour duquel elle consacrerait sa réflexion. Comme en science, par exemple, si je prends l'exemple de la biologie, je sais que la biologie traite la vie. Il est question en biologie de la vie. Et que si je sors de la vie, ou en tout cas des questions qui sont relatives à la vie, je ne suis plus dans la biologie. Eh bien, sachez que tel n'est pas le cas en philosophie. Puisqu'en philosophie, tout est objet de réflexion. Quel que soit le domaine dans lequel je suis, dès que je commence à me poser un certain nombre de questions, alors là, je soulève un problème philosophique. Les questions deviennent donc philosophiques et justement, la philosophie peut exactement les prendre en charge. Que je sois en biologie, que j'aborde des questions physiques ou métaphysiques, des questions qui sont relatives aux choses concrètes. Toujours est-il que nous avons la possibilité, dans le fond, de nous poser des questions qui sont de nature philosophique. Et de ce point de vue-là, n'est-ce pas, la philosophie, donc, n'a pas d'objet précis, un objet qui constituerait véritablement, n'est-ce pas, la limite de sa réflexion. Et j'y reviendrai dans le cours. Mais aussi, en dehors
du manque d'objets d'étude, n'est-ce pas, qui constituerait la réflexion unique de la philosophie, sachez que cette définition aussi pose problème. Pourquoi cette définition est problématique? Parce que si on parcourt, n'est-ce pas, les définitions que les uns et les autres ont tenté de donner de la philosophie, les philosophes eux-mêmes, eh bien, qu'est-ce qu'on constate, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'en réalité, ils ne sont pas d'accord sur ce qu'est la philosophie. Les uns diront ceci, les autres diront cela. Et en fin de compte, à ce rythme-là, bien évidemment, on a des difficultés exactement à dire ce qu'est la philosophie. Descartes, par exemple, dira que la philosophie, c'est l'étude de la sagesse. Et par la sagesse, on n'entend pas seulement la prudence dans les affaires, mais une parfaite connaissance de toutes les choses, parfaite connaissance de toutes les choses que l'homme peut savoir. Voilà. Platon nous dira que oui, philosopher, c'est apprendre à mourir. Ouais. Et je pouvais continuer comme ça les exemples, mais retenez que presque chaque philosophe donne sa propre définition de la philosophie. Et donc, partant de ces deux paramètres, du fait d'abord que la philosophie n'a pas d'objet d'étude précis, et qu'en réalité, chaque système philosophique tente de donner sa propre définition de la philosophie, eh bien, on se rend compte qu'en réalité, définir la philosophie devient tout à fait problématique. Et ça, l'élève va d'abord le savoir. C'est pourquoi, donc, dans ce chapitre-là, eh bien, on va inviter l'élève à être capable de comprendre le sens du mot philosophie. Il doit aussi pouvoir distinguer ce sens, distinguer, je veux dire, la philosophie des autres formes de connaissances qui ne sont pas exactement de la philosophie. Exemple, je vais y revenir dans le cours, bien sûr, le mythe, la religion, la science, etc. On peut aussi prendre d'autres formes de connaissances. L'élève doit donc pouvoir définir la philosophie, puisque de toute façon, lorsqu'on lui donne un sujet de dissertation ou un commentaire de texte, il doit être capable de définir le mot correctement, d'en donner un entendement correct, lorsque ce mot, bien sûr, figure donc dans le sujet. Voilà. C'est pourquoi donc, voici, n'est-ce pas, le plan que nous proposons. D'abord, la philosophie définie comme amour de la sagesse. Qu'est-ce que cela signifie? Amour de la sagesse, nous faisons ici référence au sens étymologique du mot. Quand on dit sens étymologique, c'est le sens qui renvoie à la racine du mot. Cette racine peut être latine, elle peut aussi être grecque, parce que vous savez que le français que nous parlons aujourd'hui nous vient de ces deux langues. Donc, dès lors qu'on a la possibilité de faire marche arrière et de voir le mot dans sa racine latine ou grecque, eh bien, en ce moment, on a alors la chance de connaître le sens originel et original du mot. Eh bien, si nous le pratiquons avec le mot philosophie, qu'est-ce qu'on obtiendra? D'après l'histoire de la philosophie, c'est Pythagore qui fut le premier à utiliser ce mot. Une fois de retour d'Égypte, n'est-ce pas, il a effectué un pèlerinage intellectuel en Égypte, comme l'ont fait beaucoup d'autres penseurs grecs autant. Et dans un débat, quelqu'un lui a dit que oui, Pythagore, maintenant tu es un sage. Maintenant tu connais toutes choses. Maintenant tu as beaucoup de connaissances, n'est-ce pas, puisque tu as fait l'Égypte. Tu es donc un grand intellectuel. Et pour se démarquer de cette remarque, n'est-ce pas, faite par un de ses co-locuteurs, n'est-ce pas, Pythagore dit, non, je ne suis pas un sage. Je suis plutôt quelqu'un qui aime la sagesse. Je suis un philein sophia.
je ne suis pas un sophos, je suis plutôt un philosophos. Qu'est-ce que cela signifie? Je ne suis pas un sage, je suis plutôt quelqu'un qui aime la sagesse, quelqu'un qui est en quête de connaissance, quelqu'un qui recherche la connaissance, donc qui ne la possède pas encore. Vous voyez? Et justement, l'étymologie vient de là, parce que si vous voyez le mot philosophie, nous obtenons ici deux choses, deux mots. Philéine, qui signifie amour ou aimer, tout dépend de la traduction, et Sophia, qui signifie sagesse. Et si je fais la traduction littérale, qu'est-ce que j'obtiens? Aimer la sagesse ou amour de la sagesse. Donc, du point de vue étymologique, je peux définir la philosophie comme étant l'amour de la sagesse. Par amour, on comprendra ce désir qui anime l'individu et qui le pousse à la quête de la connaissance. Et par sagesse, on comprendra la connaissance, le savoir qui nous permet de nous distinguer fondamentalement des animaux et d'avoir des comportements sages, des comportements idéaux, n'est-ce pas, par rapport à notre vie de tous les jours. Donc, vous voyez que dans son sens étymologique, donc, je peux déjà donner une définition à la philosophie. Comme quoi, que la philosophie se trouve être l'amour de la sagesse, se trouve être donc cette quête perpétuelle de la connaissance, cette énergie qui pousse l'individu à accéder à la connaissance sûre et certaine. Et de ce point de vue-là, on reconnaît à Pythagore, n'est-ce pas, la paternité de ce mot. Donc ça, l'élève doit aussi commencer par le comprendre. Au-delà maintenant de cette définition étymologique, on peut aussi définir la philosophie comme une attitude critique de l'esprit. Et en ce moment, qu'est-ce qu'on va comprendre par attitude critique de l'esprit? C'est cette attitude de prudence que j'adopte en face de toutes choses que je cherche à connaître. Cette attitude de recul, cette attitude qui me permet de m'interroger, de me poser des questions par rapport à quelque chose que je cherche à connaître. C'est donc une attitude qui me permet de ne pas être victime de mes sens, de ne pas être victime des illusions, de ne pas être victime des apparences, puisque toutes ces choses sont tout simplement favorables, n'est-ce pas, à l'erreur. Nous le savons très bien, ce qui intéresse le philosophe, c'est la connaissance de la vérité. C'est par rapport à une chose que je cherche à connaître que je puisse distinguer ce qui est faux et ce qui est vrai. Parce que c'est justement la connaissance de la vérité qui me permettra d'avancer, qui me permettra de démasquer ce qui est faux et donc de fonder toute chose sur une vérité indubitable, comme le disait Descartes. C'est pourquoi donc, on ne peut pas parler de philosophie sans attitude critique. Et nous pouvons citer, n'est-ce pas, la personne de Socrate, n'est-ce pas? Nous en avons parlé dans la première partie du cours. Mais justement, c'est ça qui animait Socrate. Et c'est ça qui était à l'origine de son opposition avec les sophistes. Puisque lui, il aimait à poser des questions, il adoptait cette attitude de prudence, n'est-ce pas? Et qui lui permettait de ne pas prendre le faux pour vrai ou de ne pas prendre le vrai pour faux. Nous le savons tous, les sophistes étaient très calés en matière de démonstration, mais ce qui les intéressait, c'est tout simplement faire croire à l'individu que ce que l'on dit est vrai, même si tel n'est pas le cas. Et ils se prenaient comme des gens qui avaient la totalité de la connaissance. Mais avec Socrate, avec les questions pertinentes qu'il posait, mais en fin de compte, on voyait qu'en réalité, ces sophistes-là n'avaient pas la connaissance qu'on leur attribuait. Ce qui signifie donc qu'en philosophie, cette méthode qui consiste à poser des questions, cette méthode qui consiste à s'interroger pour en savoir davantage, constitue une méthode fondamentale. Une méthode fondamentale qui est tout à fait incontournable et que donc l'individu ne peut prétendre avoir un esprit philosophique sans pour autant avoir un esprit qui est tout à fait critique.
Et nous pouvons citer Descartes, prendre l'exemple de Descartes, avec ce qu'on appelle le doute cartésien qui s'inscrit dans ce registre. Le doute cartésien qui est une attitude de remise en question de ce que l'on croit savoir, ou en tout cas de ce qui paraît comme vrai, afin d'accéder à la connaissance, afin de surmonter ses illusions et de dévoiler la vérité. Douter de tout, Descartes donc avait procédé de cette manière-là, commencer par douter de tout, jusqu'à ce que je rencontre quelque chose qui résiste à mon doute. Et c'est quelque chose qui résiste à mon doute, Descartes va se rendre compte qu'en réalité, c'est le doute lui-même. Douter signifie penser, penser signifie être, être signifie exister. D'où sa fameuse formule cogito ergo sum, qui signifie je pense, donc je suis, qui constitue d'ailleurs la première vérité découverte par Descartes. Juste pour vous montrer un peu la place capitale que le doute occupe dans une investigation philosophique. Donc, dès que je dis philosophie, eh bien, cette attitude-là ne peut pas donc être en reste. Par conséquent, je peux définir la philosophie comme une attitude critique de l'esprit, comme cette attitude de méfiance, cette attitude de prudence qui me permet de ne pas être victime d'erreurs. Je pourrais aussi définir la philosophie comme un savoir de la totalité. Et cette définition nous fait retourner au temps d'Aristote, au temps de Platon, où la philosophie avait cette ambition. Le philosophe ne laissait rien en rade. Le philosophe, mais s'interrogeait surtout. Le philosophe s'intéressait à la connaissance de toutes choses. Et de ce point de vue-là, on peut même considérer la philosophie comme étant la mère des sciences. Pourquoi la mère des sciences? Parce que justement, autant si nous prenons l'exemple d'Aristote, mais toutes ces disciplines étaient partie intégrante de la philosophie. C'est le philosophe qui était en même temps le savant. C'est lui qui se posait des questions, n'est-ce pas, qui sont tout à fait relatives à la science, qui sont tout à fait relatives à la métaphysique, à la physique, bref, à la vie tout court, n'est-ce pas, à l'existence tout court. Et le philosophe, donc, je le répète, prenait en compte toutes ces questions. Et c'est justement dans ce sens qu'Aristote disait que la philosophie, c'est la connaissance de la totalité ou la totalité de la connaissance dans la mesure du possible. Mais nous savons aujourd'hui que cette prétention de la philosophie n'est plus actuelle, puisque les connaissances se sont développées à un point que vouloir les embrasser toutes du moins, excusez-moi, devient donc un problème tout à fait presque impossible à résoudre. Donc c'était une ambition de départ, autant donc c'était cela. Le philosophe embrassait tout, et nous comprenons pourquoi alors nous avons dit tout à l'heure que la philosophie n'a pas d'objet d'étude, la philosophie n'a pas un objet précis sur lequel, n'est-ce pas, l'étude porterait exclusivement, puisque tout devient objet d'interrogation, tout devient donc objet de questionnement. Ensuite, toujours dans cette logique, n'est-ce pas, eh bien, on doit aussi distinguer la philosophie du sens commun ou de l'opinion commune, si vous voulez. Pourquoi? Parce que quand on dit philosophie, je l'ai rappelé tout à l'heure, eh bien, on s'intéresse à la connaissance de la vérité. C'est la connaissance du réel, du vrai, qui intéresse particulièrement le philosophe parce qu'il travaille sur cette base. Par conséquent, une opinion philosophique ne saurait être fondée sur une opinion commune, sur un sens commun. Le sens commun se trouve être, n'est-ce pas, ce sens général, l'opinion de tout le monde, qu'en réalité, qu'on ne distingue pas des connaissances communes
qui n'ont pas été le fruit d'une investigation, qui n'ont pas été le fruit d'une recherche approfondie. Nous le savons tous, très généralement, la vérité ne se donne pas à l'apparence. La vérité se trouve très souvent au-delà des apparences. Et pour y accéder, il faudrait véritablement une investigation, il faudrait une certaine procédure, il faudrait une certaine démarche qui consiste donc à ne pas être victime des illusions, à ne pas être victime des apparences. Nous comprenons dans ce sens-là, mais pourquoi Descartes disait qu'il n'avait pas confiance au sens? Parce que, justement, les renseignements que les sens nous donnent ne sont pas tous des renseignements faux, mais très souvent, les sens peuvent nous tromper parce qu'étant inaptes à percevoir la vérité. Quand Aristote, pour vous donner un exemple, quand Aristote disait que c'est la Terre qui est au centre de l'univers et que toutes les autres planètes tournaient autour d'elle à égale distance, mais il était victime des sens. Il était victime des sens. Il était en réalité fondé sur ce que les sens lui donnent immédiatement, en ignorant qu'au-delà de ce que les sens nous donnent se cache exactement la vérité. Et c'est Galilée qui va enlever les frais lorsqu'il va tenter de démontrer que la Terre n'est pas au centre de l'univers, que nous n'avons pas affaire à un géocentrisme, mais plutôt à un héliocentrisme, que ce n'est pas le soleil qui se lève à l'est, qui se couche à l'ouest. Ça, c'est le mouvement apparent. C'est le mouvement que les sens nous donnent. C'est ce que les sens perçoivent, mais qui ne correspond pas exactement à la vérité. Or, quand on dit connaissance commune ou opinion commune, mais l'opinion commune renvoie très généralement à ces connaissances issues des sens et qui n'ont pas été, comme je l'ai dit, le fruit d'une réflexion, le fruit d'une investigation permettant de casser ces apparences. Et c'est dans cette logique que nous allons noter très souvent un conflit entre la philosophie et le sens commun, entre la philosophie et l'opinion. Et l'opinion va très mal juger la philosophie, ou en tout cas le comportement du philosophe, parce que ce dernier ne saurait se contenter de ce qu'il voit, ne saurait se contenter de ce qu'il entend. Il cherche tout d'abord à se poser des questions, à mesurer, à valider ce qui est dit, à valider ce qui est vu. Pourquoi? Parce que je l'ai dit, nous sommes souvent victimes donc des sens. Qu'est-ce que l'élève doit retenir dans cette partie-là? Il doit savoir que la philosophie n'est pas l'opinion commune. La philosophie n'est pas le sens commun. Parce que ce qui l'intéresse, c'est la connaissance de la vérité. Or, pour accéder à cette vérité, il nous faut absolument une investigation. Il nous faut nous poser des questions continuellement. Il nous faut nous questionner. Il nous faut nous étonner. N'est-ce pas? On peut aussi définir la philosophie de cette manière-là. Il nous faut nous étonner, comme le disait Aristote, c'est l'étonnement qui donne naissance à la réflexion philosophique. En plus, nous devons aussi, lorsque nous cherchons à connaître la philosophie, mais comme je l'ai dit dans l'entame de mes propos, la distinguer des autres formes de connaissance. Parce que c'est aussi une manière de savoir ce qu'elle est. Si on sait ce qu'elle n'est pas, eh bien, il sera donc facile, comme je l'ai dit, de savoir ce qu'elle est. Est-ce que la philosophie est de même nature que le mythe? Est-ce que la philosophie est de même nature que la religion? Est-ce que la philosophie est de même nature que la science, que la magie, que l'art, etc., que la littérature? Donc, prenez les formes de connaissances que vous voulez. Est-ce que la philosophie, donc, est de même nature que ces connaissances que je viens de citer? Commençons par le mythe. Le mythe est la première forme de connaissance que la philosophie a trouvée sur place. Parce que bien avant elle, les hommes ont tenté d'expliquer les phénomènes naturels. Les hommes ont fait recours donc à ces mythes dans ces explications ou dans ces tentatives d'explication.
Et qu'est-ce que le mythe? C'est un récit légendaire qui raconte comment les phénomènes ont survenu, qui raconte comment les phénomènes sont nés. Et ces récits se transmettaient de génération en génération. Et c'est comme ça donc que les hommes expliquaient les phénomènes de la nature. Peut-être que je n'aurai pas le temps de vous donner, n'est-ce pas, l'exemple d'un mythe, mais sachez que c'est par les mythes qu'on expliquait tout ce qui existe. Et quand on retourne dans la civilisation grecque, on voit que cette civilisation reposait essentiellement sur des explications mythiques. C'est pourquoi chaque force de la nature renvoyait à un dieu quelconque, que certainement vous connaissez. Exemple, Zeus, qui est le dieu de la foudre, Poséidon, qui est le dieu de la mer, etc., etc. Mais qu'est-ce qui se passe dans le mythe? C'est que l'explication que le mythe fournit n'est pas en réalité une explication rationnelle. Pourquoi? Parce que le mythe fait recours à des divinités. Le mythe fait recours à des forces surnaturelles qui échappent entièrement au contrôle de la raison de l'homme. Or, en philosophie, voilà l'outil qu'on utilise. Voilà véritablement, n'est-ce pas, le moyen par lequel on accède à la connaissance, la raison. Ce principe inné en l'homme qui nous permet de discerner, de distinguer les choses. La philosophie donc use de la raison pour accéder à la connaissance. Or, dans le mythe, il y a un intermédiaire, c'est des puissances divines, c'est des puissances surnaturelles, je vous l'ai dit, qui échappent complètement au contrôle de la raison de l'homme. Et c'est ce qui fait que le mythe sera classé parmi les connaissances irrationnelles. Pourquoi? Parce que tout simplement, on fait recours à des puissances surnaturelles au moment où la philosophie, elle, sera classée parmi les connaissances rationnelles. Pourquoi? Parce que tout simplement, pour accéder à la connaissance, eh bien, on use de sa raison. Et dans la première partie du cours, nous avions dit que c'est comme ça qu'elle est née lorsqu'on parle des présocratiques. On avait dit que lorsque pour la première fois, un homme s'est levé et pour expliquer les phénomènes de la nature, il a fait recours à sa raison et non pas à des puissances surnaturelles, à des puissances mythiques. Alors, en ce moment, la philosophie, n'est-ce pas, sera née. C'est en ce moment qu'elle est née. Donc, ce qui signifie que la raison occupe ici une place fondamentale quant à l'explication des phénomènes qui nous entourent. Et je vais revenir tout à l'heure, c'est la raison pour laquelle nous notons une relation étroite entre philosophie et science. Est-ce que la philosophie, c'est la religion? Tout de suite, non. La philosophie n'est pas la religion. La religion est une façon de vivre qui admet l'existence de Dieu, mais nous connaissons tous la nature de Dieu. Dieu est de nature abstraite. Je ne peux pas démontrer son existence concrète. Je ne peux pas le désigner de par le doigt, comme je peux le faire avec ces objets qui m'entourent. Et que donc, le fidèle ici est animé d'une certaine foi. Et c'est la foi ici qui joue le premier rôle. Donc, en matière de religion, on n'exclut pas la raison. On ne peut pas exclure la raison. Mais ce que je dis, c'est que la raison ne joue pas le premier rôle. L'individu doit d'abord avoir une foi. Et qu'est-ce que la foi? C'est ce principe intérieur qui me permet d'accepter des choses que je ne peux pas démontrer, d'accepter des choses que je ne saurais désigner de par le doigt, d'accepter des choses que je ne peux pas, n'est-ce pas, que je ne peux pas concrétiser et les considérer comme étant vraies. C'est la raison pour laquelle, tant que je ne suis pas animé de foi, eh bien, je ne peux pas adhérer à une religion quelconque. Parce que la foi ici est tout à fait fondamentale. Je le répète,
on n'exclut pas la raison et c'est une erreur de le dire. La raison est importante ici dans la religion, mais elle ne joue pas le premier rôle. Alors que quand je parle de philosophie, là aussi, la foi est importante. On ne peut pas exclure la foi en l'individu. Forcément, on a foi en quelque chose. Mais quand je m'intéresse à la quête de la connaissance, quand je m'investis pour connaître des choses dans le champ de la philosophie, eh bien, la foi ne peut pas jouer le premier rôle. Qu'est-ce qui joue le premier rôle? C'est bien évidemment la raison. Parce que ne l'oubliez pas, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'outil que le philosophe utilise. C'est véritablement le moyen par lequel on cherche à accéder à la connaissance digne de son nom. Ouais. C'est pourquoi donc, il n'est pas rare de noter un conflit entre philosophie et religion. Il y a même des philosophes qui ont poussé la réflexion un peu plus loin et qui considèrent même que cet être que nous appelons Dieu n'existe pas. C'est une pure création des hommes. C'est ce que Nietzsche dira, pour le citer. Pour Nietzsche, eh bien, Dieu est tout simplement la création des hommes faibles. Ces hommes, n'est-ce pas, qui normalement devraient se soumettre à la volonté des hommes forts, ont réussi à opérer un renversement qui consiste donc à faire croire que ce qui était considéré par les hommes forts était mal, et que nous, ce que nous considérons, voilà ce qu'est le bien. Une sorte donc de résignation acceptée et qui sera rendue fort. Donc pour Nietzsche, eh bien, Dieu est une invention des hommes. Pour Feuerbach, c'est aussi à peu près la même chose. Dieu n'est pas créateur, il est plutôt créature des hommes. Pour Marx, la religion n'est rien d'autre que l'opium du peuple. C'est une drogue derrière laquelle le peuple se cache pour échapper aux conditions d'existence auxquelles ils sont confrontés. Pour ne donner que ces exemples. Donc vous voyez que très souvent on a noté, n'est-ce pas, des conflits entre philosophie et religion, ou entre philosophes et religieux, n'est-ce pas? Pourquoi? Peut-être parce que les principes ne sont pas les mêmes. Peut-être parce que en philosophie, ce qui est au-devant de la scène, c'est la raison. On cherche à donner des explications qui sont tout à fait rationnelles et qui peut-être n'adhèrent pas forcément à une foi qui émane donc de la religion. Mais attention, il ne faut pas en déduire que tous les philosophes sont des athées. Là aussi, c'est une erreur que nous commettons très souvent. Tous les philosophes ne sont pas des athées. On a connu dans l'histoire des philosophes qui étaient fervents, qui étaient des croyants et qui ont pratiqué leur religion. Un philosophe comme Pascal, ne me dites pas qu'il est athée. Pascal était un philosophe croyant et il a même tenté de montrer la différence que nous devons opérer entre la raison et la foi. L'homme, dit-il, est un être double. Double pourquoi? Parce que d'une part, il a la foi, d'autre part, il a la raison. Il y a des vérités auxquelles il accède par l'investigation de la raison. Il y a aussi des vérités auxquelles il accède par la foi. Et chacune, n'est-ce pas, de ces choses joue son rôle fondamental. Par conséquent, l'homme doit être un être qui tente de concilier les deux parce qu'il est animé des deux. Toutes les vérités ne peuvent pas être expliquées par la raison et toutes les vérités ne sauraient être expliquées par une simple foi. Donc l'homme ayant les deux choses peut parfaitement accéder à ces deux vérités et ne pas donc les confondre. Alors, nous avions aussi parlé d'une comparaison entre philosophie et science parce que tout simplement, c'est une façon aussi de savoir ce qu'est la philosophie. Nous avons dit que la philosophie n'est pas le mythe, qu'elle n'est pas non plus la religion, mais est-ce qu'elle est la science?
ou si elle n'est pas la science, mais quels sont les critères à partir desquels nous pouvons les différencier? Eh bien, ce que l'élève doit d'abord retenir ici, c'est que la distance qu'on va noter entre philosophie et mythe ou entre philosophie et religion va se réduire complètement entre philosophie et science. Parce que vous l'entendez très souvent, vous entendez dire, je veux dire, que la science est fille de la philosophie ou que la philosophie est mère de la science. Pourquoi? Parce que lorsqu'on recule dans le temps, mais qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'en réalité, la science elle-même, ou en tout cas les questions qui sont relatives à la science, étaient une préoccupation de la philosophie. Étaient donc des questions qui étaient posées par les philosophes. Ce sont les philosophes qui se posaient ces questions et ce sont eux aussi qui tentaient d'apporter des réponses à ces questions-là. Au point que le philosophe était en même temps le savant. Il était en même temps le biologiste, le chimiste. Bref, mettez là-dedans tout ce que vous voulez. En tout cas, ce sont eux qui s'occupaient des questions scientifiques. Ce sont eux qui les posaient et ce sont eux qui tentaient aussi d'apporter des réponses. Si vous prenez un philosophe comme Aristote, mais vous trouverez dans beaucoup de ses ouvrages des questions qui sont tout à fait relatives à la science, comme Platon, et les choses vont avancer de cette manière-là, mais jusqu'au siècle les plus récents, si je peux m'exprimer comme cela, jusqu'au XVIIe siècle, voire XVIIIe siècle, où la science, avec le développement, avec la naissance de la spécialisation, va commencer progressivement à se distinguer de la philosophie. Mais sachez que entre science et philosophie, nous avons beaucoup d'affinités. Science et philosophie sont toutes deux des connaissances théoriques. La science est théorique, elle n'est pas pratique. Pourquoi? Parce qu'elle renvoie à un ensemble de connaissances qui portent sur des phénomènes naturels. Donc la philosophie est théorique, la science aussi est théorique. La philosophie est une connaissance rationnelle, la science aussi est une connaissance rationnelle. La philosophie use de la raison pour accéder à la connaissance. La science aussi use de la raison pour accéder à la connaissance. La philosophie est une attitude critique. C'est cette méthode que le philosophe adopte pour accéder à la connaissance. De même, l'esprit scientifique aussi est un esprit critique. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup d'affinités entre science et philosophie, et quelque part, on aura raison de les confondre. Mais, je peux tout de même les différencier. De quelle manière? Mais en montrant que lorsque je parle de science, la science porte uniquement sur les phénomènes. Ce que Kant appelle les phénomènes, c'est-à-dire les choses que nous pouvons observer ou expérimenter. Les choses que nous pouvons toucher ou voir. La science ne porte pas sur des choses métaphysiques, sur des choses abstraites. Lorsque les questions métaphysiques se posent, elle atteint tout de suite ses limites. Or, quand je parle de philosophie, la philosophie, au-delà des phénomènes, s'occupe aussi des noumènes, c'est-à-dire des réalités qui ne sont pas concrètes, les réalités que je ne peux pas désigner de par le doigt, les réalités que je ne peux pas voir, que je ne peux pas exactement démontrer, comme je peux le faire avec les phénomènes naturels. Et ceci constitue un plus pour la philosophie par rapport donc à la science. Je peux de cette manière-là les distinguer. Parce qu'il y a une erreur que nous commettons très souvent en disant que oui, la philosophie est subjective, la science est objective. Attention à ces termes, parce que les comprendre signifie s'investir par rapport à eux. Comprendre ce que subjectivité signifie et ce que objectivité signifie, et pouvoir à partir de là qualifier la philosophie de subjective et la science d'objective nécessite une autre investigation qui peut-être n'est pas toujours à la portée donc de l'élève. Évitons alors de dire
que c'est la science qui est objective et que c'est la philosophie qui est subjective. Pourquoi? Parce que je ne peux pas vous dire que la philosophie est une attitude critique de l'esprit et vouloir revenir vous dire qu'elle est subjective en entendant par subjectif les simples opinions qui dépendent de la manipulation de l'individu. Sous ce point de vue-là, la philosophie n'est pas du tout subjective, elle est aussi objective. Bref, admettons que la distance que l'on note entre philosophie et religion ou entre philosophie et mythe n'est pas exactement celle-là que l'on note entre philosophie et science. Donc la philosophie se différencie du mythe, elle se différencie de la religion, elle se différencie de la science et n'est pas exactement ces formes de connaissance. Par le mythe et la religion, elle se distingue par son caractère critique, par son attitude critique, et par la science, elle se distingue par son caractère tout à fait métaphysique. Voilà, merci beaucoup, chers élèves. Nous reviendrons dans les prochaines séances, je veux dire, excusez-moi, sur un type d'exercice qui porte sur ce premier chapitre, qui est tout à fait fondamental, qui est un chapitre que l'élève doit cerner, doit comprendre pour pouvoir traiter un certain nombre de problèmes. Nous reviendrons donc sur un sujet de dissertation et sur un sujet de commentaire de texte, parce que voilà les deux types d'exercices qu'on vous donne au bac, et on s'attendra à ce que vous fournissiez des réponses assez correctes, des réponses qu'on peut entendre, qu'on peut comprendre. Merci beaucoup et à la prochaine.